Salut la compagnie, on se retrouve à un salon et aujourd'hui je suis accompagné par une Parisienne. Ça va Laetitia? Enchantée, oui, on présentera un peu plus à la fin de cette petite vidéo. Mais pour changer un petit peu de l'ordinaire, on va aller visiter un petit peu ce salon. Vous allez découvrir les questions de Laetitia à travers ce salon plutôt orienté élevage. Mais on va voir qu'il y a du matériel aussi dès maintenant. Et puis on va voir un petit peu toutes les questions qu'elle peut poser. Je vais essayer d'y répondre avec mes connaissances, je ne connais pas tout non plus. Mais voilà, allez, c'est parti. Genre ça. C'est quoi ça? C'est quoi cette grosse machine là? Alors ça s'appelle nous on appelle ça une tonne à lisier ou voilà, tout simplement un système qui permet grâce à une cuve de venir stocker du lisier et de le transporter dans les champs. Définis lisier. Alors le lisier c'est ce que font éventuellement des vaches ou des porcs. Okay. Donc c'est la version liquide, j'allais dire, de leur urine ou de leur déjection. Qui se retrouvent dans des fosses. Parfois c'est trié, tu as du côté d'un fumier, du côté du fumier et de l'autre côté des effluents qu'on appelle. Et là c'est vraiment une grosse cuve, c'est quand même un système assez costaud où elle va venir automatiquement avec un bras. Tu vois, tu as un bras complet qui va venir se poser sur un entonnoir, aspirer, remplir la cuve et après tu as le pendillard qui se trouve là derrière qui va venir déposer le lisier le plus près possible du sol parce qu'on n'a plus le droit et c'est pas conseillé de balancer avec un système de palette comme ça se faisait avant, donc ça dépose sur le sol quasiment, pas tout à fait dans le sol mais quasiment au bord. Donc ça c'est des engins qui font des rotations, parfois tu as des entreprises qui ont ça parce que les agriculteurs n'ont plus forcément ces machines là ou des cumas qui ont ça. Mais ça c'est pour les éleveurs parce que c'est à la base pour les éleveurs et ici par exemple tu as l'outil qui va pouvoir se mettre derrière qu'on va pouvoir tracter pour enfouir directement dans le sol. Ok, d'accord. Parce que le but du jeu c'est de perdre le minimum d'azote et de créer le minimum d'odeur aussi, c'est les attentes des voisins aussi. C'est quand même plus sympa quand il n'y a pas trop d'odeur. Donc voilà, c'est vraiment à ça que ça sert ces machines. C'est vrai que c'est assez costaud quand même. Ouais, elle est vachement grosse. Et dernière question, c'est pour régénérer les sols du coup Alors ça permet d'apporter les nutriments que contiennent tous les lisiers dans le sol. Ça permet de régénérer, de le nourrir, de l'entretenir. Okay. Dans la nature, il y a des animaux, ils broutent de l'herbe, ils font des éjections. Là, on les a concentrés sur des endroits de production et d'élevage pour que ce soit plus pratique et parfois de meilleure qualité pour eux. Et puis donc les déjections, il faut aller les remettre dans les parcelles. Donc on va y pendre sur les parcelles de culture derrière. Parfait, le caca des vaches, j'ai compris. Le caca des vaches. Allez, on continue notre tour. Ils sont en train de s'intéresser au cul. Ah ouais. Bon alors, dès que tu vois une autre machine qui t'intéresse, tu me le dis. Là, il y a du monde, mais je t'aurais bien demandé ça. Ça, c'est quoi? Ouais. Ça, c'est un broyeur qu'on met à l'avant du tracteur. Alors là, c'est plutôt un outil qui va servir sur les bordures de route. Tu vois, à l'arrière, tu as le bras. Et puis à l'avant, tu as un broyeur qui va permettre de couper l'herbe. Donc c'est pas forcément uniquement en agriculture, mais c'est un peu dans du paragricole. On s'en sert aussi. On en a des un peu plus gros, par exemple, nous, pour broyer des choux, pour broyer des refus de pâture ou des choses comme ça. C'est une grosse tondeuse? C'est une grosse tondeuse, ouais. Qui a un peu ce rôle-là. Ok, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est un semoir. Un semoir? Ouais, un semoir. Pour semer? Pour semer. Pour semer quoi alors? On prend une graine, on la met dans le sol pour qu'elle pousse, pour qu'elle nous donne un végétal. Wow. Ça peut être du maïs avec ça peut être du colza, ça peut être des pois, des haricots. Il y a des trucs que tu peux pas semer.
Une pomme de terre, on la plante, parce que on plante la pomme de terre elle-même. Donc c'est pas tout à fait les mêmes engins. Avec ça, on va pas semer une céréale classique, un blé, on va semer avec un autre type de céréale. Mais là, c'est ce qu'on appelle un semoir de précision. Donc c'est composé d'une cuve, voire de plusieurs cuves, tu vois, parce que là, tu peux mettre de l'engrais à côté de la semence. Là, c'est un gros modèle. Et tu peux régler plein de choses. Tu peux régler à l'avant le chasse-débris. Attends, on va venir ici. Regarde. Tu vois, de plus en plus, on essaye de travailler le moins possible les sols. Et là, ça va te permettre de tailler un sillon devant, de chasser les débris qui sont là. Avec le disque ici, tu vas creuser. Juste derrière, il y a la graine. Là, c'est un système électrique qui va le mettre en place. Ça, ces roues-là, ça sert de jauge, de niveau de profondeur. Et derrière, tu as un rouleau métallique qui va plomber la graine et l'autre, le sol. Parce que la graine, elle va d'autant mieux germer que si… alors, il faut la bonne profondeur. Ouais. Selon la taille de la graine, tu ne vas pas semer à la même profondeur. Une graine de carotte, tu vas la semer au-dessus. Et une graine de fèvre, tu vas la semer plus profond. Maïs aussi. Et parce qu'elle n'a pas les mêmes propriétés, la même capacité à lever. Ok. Voilà. Et donc, par exemple, avec ça, tu ne vas pas semer des carottes. Il te faut un plus petit semoir, quoi. C'est pas tout à fait les mêmes éléments. D'accord. Et quand tu dis qu'on essaye de travailler, enfin que vous essayez de travailler le moins possible le sol, c'est-à-dire que vous essayez de tout faire du coup en une seule fois? Alors c'est une façon de faire qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, qui est en cours d'évolution. Tout le monde ne le pratique pas parce que c'est pas possible partout et puis tout le monde n'a pas les mêmes affinités. Mais la question c'était quoi? Travailler le minimum les sols, c'est passer en une fois. Oui, là en l'occurrence, par exemple, oui. Et moins on remue le sol, moins on va faire lever les graines qui sont en dormance. Et donc on va éviter de refaire lever des choses. Et quand on dit moins de passage, c'est aussi moins de gasoil. C'est vrai. Moins de gasoil, en ce moment, avec le prix du gasoil, c'est plutôt… et puis moins de pollution aussi. Et moins de pollution, globalement, et moins d'usure de matériel, et moins de matériel. Voilà. Après, c'est pas possible partout, ni dans toutes les conditions, mais quand ça peut être fait, ça peut être sympa. Ok, c'est compris. Donc ça, c'est un autre semoir, par exemple? Alors ça, c'est un autre semoir, oui. Alors je suis en train de regarder parce que ça ressemble à… Tu vois, c'est un système de semis qui est assez simple aussi, simplifié. Tu as un disque ouvreur, comme là-bas. Tu as une dent qui va venir semer la graine. Tu as une cuve qui est relativement simple aussi en termes de fonctionnement. Et puis derrière, tu as un rouleau qui va venir tasser. Voilà. Ça c'est pareil, c'est pour du semis direct, mais là par exemple on va semer plutôt des céréales et c'est pareil ça peut être dans des couverts et c'est pour ça que tu as un disque ouvreur. Tu vois. Là ce disque là, il va venir tailler dans le sol et permettre de passer l'autre derrière, parce que s'il y a beaucoup de végétaux, dans les nouvelles pratiques, quand tu as beaucoup de végétaux, ça peut venir bourrer là-dedans. Et ça évite d'utiliser la charrue qui va retourner complètement le sol. De temps en temps, c'est utile de pouvoir labourer, mais de temps en temps, voilà, pour des questions d'économie et puis d'éviter de travailler trop et de retourner, parce que quand tu retournes le sol, tu retournes l'habitat aussi des insectes, des vers de terre entre autres, et donc tu vas leur créer une gêne et puis réduire leur population. Donc toujours dans le concept là c'est pareil, c'est du semis direct, c'est pour de l'agriculture de conservation des sols. Ouais, c'est vrai que tu me fais remarquer qu'il y a pas mal d'outils qui sont un peu destinés à ça ici aussi, quoi. Oui, enfin, je ne sais pas, je te crois. À ton avis, où est-ce un peu influencé. Ça arrive. À ton avis, où est-ce qu'il est le chauffeur là? Où est-ce qu'il se place? Je peux deviner? J'ai droit à… ouais, vas-y, t'as le droit à tous les essais que tu veux. Alors, soit il est debout sur le truc là-bas en haut, soit il est assis devant là, ou alors il est enfermé dans le châssis, à ton avis? En haut, à gauche là-bas. Non? Il n'y a pas de pilote. Ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est pas gentil. Hein. Non, tu vois, ça fait partie. On dirait un peu une balayeuse dans les supermarchés. Ouais, c'est vrai que tu as cet aspect-là, mais c'est une automotrice. Donc c'est automoteur, ça veut dire qu'il y a un moteur dedans, qui n'est pas tiré par un tracteur, qui va servir à déciler, donc aller prendre de l'herbe. Alors je n'ai peut-être pas tous les termes techniques d'élevage, voilà, tu m'en excuseras, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais j'ai déjà vu pas mal de fois. On avait avant une décileuse comme ça, mais qui était sur l'arrière, et là elle va venir elle-même déciler, donc c'est-à-dire reprendre le maïs, le mélanger dans sa cuve, éventuellement aller chercher un autre produit qui peut être un ensilage, qui peut être un seigle, qui peut être un tourteau, voilà, venir se mélanger dedans et aller distribuer directement
avec ce tapis-là sur le côté pour alimenter les animaux. Ok, si, oui. J'ai vu la vidéo, c'est bon. T'as vu la vidéo? J'ai vu la vidéo. Mais c'est une nouvelle génération, je ne sais pas s'il en existe d'autres, mais là c'est entièrement automatisé. C'est autorisé maintenant dans des exploitations, il y en a encore peu, mais c'est devenu, c'est plus des prototypes, c'est arrivé dans les exploitations agricoles. On m'expliquait qu'il y avait un système de lidar là derrière qui permettait de cartographier l'ensemble. Ils cartographient d'abord l'exploitation et ensuite ils mettent l'outil dedans et lui il travaille tout seul. Et en termes d'énergie? Alors là, pour l'instant, ils sont sur des moteurs thermiques, des moteurs, j'allais dire à gasoil encore, mais il y aura sûrement des versions en électrique selon les besoins. Mais après, si on veut, voilà, alors on disait oui, l'électrique c'est l'avenir. Bon, maintenant quand on voit que l'énergie va être plus chère, on ne sait pas trop. Voilà, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est de voir que ça avance et tu as vraiment des choses là-dessus. Alors c'est hyper sécurisé, hein, tu vois, tu as des barres. Voilà, si tu as un gamin, un animal ou un seau qui traîne, tu es sûr que ça va pas venir l'accrocher, quoi. C'est vraiment sécurisé, quoi. Ok. Tu pensais qu'il y avait des trucs comme ça en agriculture? Franchement, non, j'ai l'impression d'être un peu dans le futur de l'agriculture. Tu vois, les voitures volantes, pour moi, c'est ça. C'est une voiture volante. C'est une voiture volante de l'agriculture. Et avant d'arriver à ces choses-là, bon, tu vois, tu as les automotrices comme ça qui sont là encore avec un chauffeur. Oui, et tu as aussi de plus en plus d'outils, des robots. Je ne sais pas si on en a plus loin, mais des robots voilà, qui permettent de balayer, qui permettent de faire gagner du temps sur des activités qui ne sont pas à valeur ajoutée. Et ça laisse du temps aussi à l'éleveur pour aller vérifier ses vaches, les soigner. Pendant qu'il est en train d'alimenter, il peut aller voir aussi les vaches à l'intérieur parce que c'est de plus en plus difficile de trouver de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qualifiée et voilà, bon, c'est pas des outils qu'on verra dans toutes les exploitations, hein, clairement c'est pas leur rôle, mais ça montre un peu l'avancée des choses, quoi. Ok. Et juste qu'une, moi je pensais que c'était une marque de cornichons. Une marque de cornichons? Je sais pas, plutôt des fois qu'une, non? C'est pas écrit pareil, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Hein. Une marque de cornichons, t'en fais une sacrée, toi. Tiens, tu sais ce que c'est, ça? T'as déjà vu des choses comme ça? Je sais pas ce que c'est, mais je peux deviner ce que c'est. C'est pour emballer les bottes de foin, non? Ouais. Et pourquoi on emballe les bottes de foin? Pour les transporter plus facilement? Non. Bah non, là je peux même pas piquer dans le ballot. Piquer? Piquer, on met des pics dans le ballot. Pour les protéger des rongeurs? Ça pourrait être ça. Et des oiseaux? Non. Bon, je sais pas. Tu sais pas? Non. C'est la même raison que c'est la même raison pour laquelle on met du lait dans des briques de lait. Tu connais Tetra Pak, les briques de lait? Ouais. On les abrite de quoi? De la lumière? On les abrite de l'air. Ok. Et à quoi ça sert à ton avis? Pourquoi on met du lait dans des briques? Pour qu'on les boive. Pour qu'on les boive, ouais, mais pour les conserver. Oui, ok. Et là c'est pareil, c'est un système de conservation parce que tu le mets à l'abri de l'air, donc tous les bactéries aérobies elles vont pas être utilisées. Et donc tu peux récolter un foin qui est plus humide ou ce qu'on appelle du préfané, donc un foin qui est presque sec, et le garder dans les bonnes conditions pour que ce soit le mieux valorisé possible par les vaches après. Et en termes de temps à peu près? En durée de conservation? Bah oui. Alors j'ai pas d'idée exacte, mais c'est de l'ordre d'une petite année, quoi. Une année de conservation à peu près, ouais. Après ça dépend des conditions, peut-être des qualités, du produit qui est à l'intérieur. D'accord, parce que du coup le foin c'est récolté... C'est récolté toute la saison, j'allais dire, ça va du mois de mai au mois de septembre-octobre, quoi. Ok, donc ça permet du coup de... de le garder pour les années suivantes. Okay. Parce qu'arriver à cette période-ci, pour trouver la belle saison, pour trouver du foin, faire du foin c'est compliqué. Et donc là, comme ça, on le met en enrubanné et ça garde plus de propriété, une meilleure qualité aussi pour les animaux. Ok. On va aller voir on va essayer de trouver un chantier d'élevage ou quelque chose qui nous présente comment c'est. Des vaches? Des vaches. Regarde, quand tu la caresses, elle fait meuh. Non, normalement c'est comme, faut la retourner. Tu sais, faut la retourner. Comme les boîtes. Les boîtes à vaches. Essaye de la les boîtes à meuh. Ah bah alors toi, t'as des idées. Tiens, je pense qu'ici on va je vais arriver à essayer de t'expliquer un peu ce qu'on a vu. Tu vois, tout à l'heure on a vu des balles d'enrubanné.
Et là, tu es sur la présentation d'un chantier. Alors c'est sympa à montrer parce qu'au moins tu vois ce qui existe. Là, tu vois, c'est représenté du maïs. Bon, le maïs est un peu bizarre là pour le coup, mais ça fait l'affaire. Tu as une ensileuse, voilà, une grosse machine, alors je ne sais pas s'il y en a derrière, mais qui va envoyer dans la benne. Et là, dedans, tu vois, tu as le grain et la verdure. Tu as les deux. D'habitude, quand tu as une moissonneuse-batteuse, tu enlèves le grain. Tu le mets dans la cellule. Et du coup, il reste le verre. Et le verre, tu le mets en andin derrière, voilà. Et tu le remets dans une benne pour avoir que le maïs. On peut du maïs ne récolter que du grain. Moi, c'est ce que je fais à la maison. Mais là, ici, on récolte l'ensemble, tu vois, avec le tracteur, hop. Il va venir, comme ici, hop, il vient reculer, il vient le mettre dans un silo. Et ça va avoir la même fonction que la brique de lait là, dont on a parlé tout à l'heure. C'est que ça va être tassé. Oui, d'accord. Il faut le minimum d'air dedans. Et puis, il va y avoir des plastiques qui vont être mis dessus, des bâches, voilà, qui vont permettre d'occulter la lumière, d'éviter que l'eau s'infiltre, d'éviter l'air. Et puis d'améliorer la conservation. Comme ça, tu peux le garder aussi pendant à peu près une année. Voilà, tu peux mettre ça, nous on mettait des pulpes de maïs, de betterave dedans. Ça peut être aussi, alors ça peut être du maïs, ça peut être du seigle, ça peut être un couvert qu'on a récupéré. Et là, tu vois, à côté, les petites boules, l'avantage c'est qu'elles sont mises à l'extérieur. Tu n'es pas obligé de les mettre à l'abri non plus. En conservation, ça reste à l'extérieur. Et puis voilà quoi. Et du coup, ça c'est pourquoi? Parce que j'imagine que le maïs qu'il y a dans les boîtes de maïs, c'est pas ça? Non, ça c'est pour nourrir les vaches. Exclusivement les animaux, les bovins en général. Voilà. Après, il y a d'autres, il y a d'autres façons de faire aussi. Parfois, tu vas envoyer, bien sûr, dans des pâtures directement pour pouvoir manger. Mais là, tu es sur un chantier de récolte et là, tu as le même chantier. Pardon, on va regarder un peu. Tu vas montrer le tracteur. Voilà, qui a l'enrubanneuse et puis tu vas transporter ce qui a été laissé ici sur le côté et tu transportes les boules d'enrubannées. Là, tu as un chantier d'enrubannage et là, tu as un chantier d'ensilage. Ensilage, ok, d'accord. Et petite question, je ne sais pas, c'est plus ou moins bien. Du coup, en général, les éleveurs, ils sont aussi un peu agriculteurs ou ils sont en lien avec des agriculteurs pour pouvoir nourrir leurs bêtes? Alors, c'est très rare que les éleveurs ne soient pas aussi cultivateurs, n'aient pas des terres. Ça existe, mais il y en a relativement peu. Souvent, oui, tu es éleveur et aussi tu as des terres. Donc, tu es agriculteur, tu es éleveur. Alors, souvent, on dit éleveur parce que le terme, c'est parce qu'il est plus spécialisé dans l'élevage. Dans la culture, quand tu fais de la production de lait, voilà, tu dis plutôt éleveur. Mais en général, tu as les deux parce que, tu vois, si tu veux faire du maïs, il faut des terres quand même. Tu peux pas vraiment faire ce qu'on appelle du hors-sol. Ça existe, mais c'est-à-dire que être agriculteur sans terre, c'est quand même relativement rare. C'est très très rare. Sinon, sans terre. Ouais, ça veut dire que tu dois acheter tes intrants à l'extérieur, que tu dois acheter ton aliment. Tu peux avoir des poulaillers sans avoir des terres, on est d'accord. Mais c'est quand même assez rare, globalement. Ok. Mais du coup, ça, tu vois, en général, c'est blanc. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu des roses. Noir. T'en avais jamais vu de rose? Non, noir, j'ai vu. Blanc, j'ai vu. Regarde. Là, tu en as plusieurs sortes. Tu as du vert qu'on voit de façon assez classique, du noir, tu peux avoir du blanc. Et c'est vrai que cette marque ici, elle fait du rose, du jaune, du bleu aussi, je crois, mais là, il n'y en a pas. C'est tout simplement une action qu'ils ont eue. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard parce que c'est un sujet hyper intéressant. En disant, tiens, on peut mettre des couleurs et pourquoi pas les mettre en avant pour changer aussi l'image de marque de l'agriculture. Quand tu vois une boule enrubannée rose comme ça fait poser des questions, ça peut mettre à discuter. Moi j'ai un voisin qui utilise des jaunes et comme on est à côté de Lens, RC Lens c'est sang et or, c'est jaune et rouge, du coup il l'utilise pour faire de la pub pour son club de foot. Voilà. Il y a autre chose aussi, tu vois ici cette année moi j'ai utilisé ce produit là qui est tout simplement avec du produit recyclé, tu vois. Donc du SAR recyclé. À hauteur de 30%, donc c'est du plastique dans lequel on met des produits recyclés. D'ailleurs, on va aller visiter une usine, voilà, on va aller voir ça pour essayer de comprendre un peu. Moi, ça m'intéresse aussi de voir comment on recycle et comment on réutilise, parce que on se fait critiquer aussi un peu sur la partie usage plastique, forcément. Et là, le but du jeu, c'est d'essayer de réintroduire le maximum de produits comme ça et d'avoir un produit qui est basé sur le recyclage. Parce que j'imagine que
enrobage Ouais, enrobage, oui. Ça a déjà dû être exploré, les pistes de ne pas utiliser du plastique et d'utiliser autre chose. Oui, ben, tu vois, tu as le système de silo qui peut être un peu différent. Après, à un moment donné, pour la conservation, l'emballage, toi, pour un légume, pour ta brique de lait, on en parlait, c'est compliqué de le garder. Ou alors, il ne faut pas le garder longtemps, mais en élevage. Tu es obligé de conserver longtemps. Tu n'as plus d'herbe pendant l'hiver, décembre, janvier, février, tu peux regarder dans les pâtures, tu as beau faire ce que tu veux, chez nous il n'y a pas d'herbe. Donc il faut nourrir les vaches entre deux. Donc voilà, ça c'est un moyen quand même de limiter aussi l'impact en recyclant justement. Ok, voilà. D'accord. Donc là, c'est pour la truie. Oui. La grande partie. Non, c'est pour tout le monde, la truie et le porcelet. Là, c'est pour la truie. Si tu veux, au départ, elle est enfermée pour éviter d'écraser les petits cochons. Et eux, par contre, ils vont pouvoir se balader un petit peu et même pouvoir venir se mettre dans un coin plus tranquille, même couvert pour qu'ils aient plus chaud, et pas être juste à côté de la truie. Donc là, tu as plus de place. Alors le problème de ces espacements-là qui sont maintenant plus récents, c'est que ça demande plus de place de bâtiment. Donc ça revient un petit peu plus cher. Et là, tu vois, ils utilisent même une matière qui est spéciale pour éviter d'abîmer tout simplement les petits ongles des petits cochons. Voilà, des tout petits, des porcelets. Des porcelets, voilà. Donc c'est toujours de la recherche, tu vois, là ils appellent ça maternité liberté. C'est tout simplement pour laisser un peu plus de place et en fonction de l'âge, ils vont pouvoir ouvrir un peu plus et laisser la truie et les porcelets ensemble. En fait, j'ai compris. compris. En fait, ouais, j'ai compris. En fait, j'ai compris que ça, là, oui, ça bouge là-bas. Ça venait se refermer ici, voilà, et puis tu la mets dedans. Donc, allez. Mais du coup, là, il y a des vaches tachetées, des dalmatiens. Tachetées, alors, tu veux dire tachetées par la fenêtre ou tachetées sur le dos? Tachetées sur le dos. Oui, tu as des races, tu vois, ici. Alors, si tu regardes les panneaux, moi, je m'y connais pas plus que ça, mais tu vois, tu as la normande. Tu vois, elles ont un nom, elles ont une date de naissance. Donc là, c'est des animaux de concours, tu vois. Cette bête-là, elle a été primée. C'est leur nom, ça? Voilà. Là, c'est au modèle, ouais. Ah, c'est trop mignon. Au modèle, pardon. Tu vois, elle est née le 16/08/2018. Voilà, on a le père, on a la mère, c'est de la génétique. Et elle a été qualifiée parce que, voilà, je sais pas, celle-ci aussi, peut-être qu'elle a un bon port, un bon pied, une belle tenue. Je vais dire, c'est à la fois esthétique, mais c'est aussi pour la production. Une vache qui a un tout petit pied, qui est mal positionnée, elle va aller mal à traire. Hop, là, voilà. Ça, c'est un truc qui peut arriver de temps en temps. Elle n'a pas l'air décontractée en tout cas. Et elle va aller mal à traire, donc elle n'apportera pas un avantage pour l'éleveur. D'accord. Une vache qui a un mauvais aplomb, elle risque de se blesser. Il y a l'odeur qui va avec. Et d'avoir les problèmes, il y a l'odeur qui et d'avoir des problèmes et devoir appeler le vétérinaire plus souvent. Donc voilà, c'est ça la sélection, c'est qu'à un moment donné, on choisit l'animal qui correspond le mieux à nos besoins. D'accord, mais il n'y a pas de... Parce que vous parlez beaucoup de... j'ai entendu beaucoup parler de génétique, mais il n'y a pas de manipulation génétique en soi. Ah non, non. C'est juste qu'on prend les meilleurs animaux et qu'on les fait se reproduire, c'est ça? Oui. Non, il n'y a pas de manipulation génétique, c'est interdit de toute façon. Oui. On ne va pas apporter un gène spécifique. Par contre, on choisit ce qu'on appelle la génétique, c'est le choix de la race. Et entre une vache qui est pas belle, qui va avoir des problèmes, et une vache qui est bonne et qui va avoir un bon résultat, si on a à choisir, on va d'abord reproduire celle qui a le meilleur résultat. C'est logique. Oui, mais jusque-là, oui. Depuis tout l'air des temps, les agriculteurs, les humains ont choisi ce qui correspondait mieux à leurs attentes. Oui, comme pour les carottes, je crois. Comme pour les carottes. Comme pour les carottes. L'évolution des carottes. Ouais, parce qu'avant elles étaient violettes et maintenant elles sont rouges. Ça va vous aider à... Ouais, non, mais en plus j'ai une espèce de tendinite là au bras. Ah ouais, mais là ça va trop, là. Elle est trop légère, faut que je prenne une caméra plus lourde. J'ai trouvé une assistance pour tenir ma GoPro. Voilà. Et de l'autre, je peux prendre un gobelet. Hop. Bon, on va peut-être y aller, Laetitia. Je sais pas si tu veux jouer à la roue de la fortune, non? Non, j'ai pas de chance. T'as pas de chance? Non, puis il n'y a pas de bière à gagner. Il n'y a pas de coca à gagner. D'accord. Mais du coup, juste les vaches qui sont là, elles sont pas là normalement. Non, elles vivent pas ici, non, on est d'accord.
j'imagine, elle reste la nuit. Oui. Et elle reste à peu près 3 jours. Oui. Sauf que d'après ce que je sais à peu près, une vache, ça doit être très souvent. 2 fois par jour. Du coup, comment ils font? Parce que... il y a des salles de traite. Alors, je sais pas où. Si, je pense qu'elles sont là-bas derrière. Ah, carrément. Elles sont ici derrière. Et il y a des salles de traite. Ouais, si tu vas au salon de l'agriculture, alors on les montre, c'est pas montré forcément. Si, tu vas tout au fond du stand au salon et tu vois la traite qui se fait. Ok, d'accord. Parce que oui, justement, tu as toute une logistique autour d'un événement comme ici, qui est pas, quand tu crées un événement comme ici, tu dois avoir des toilettes pour les humains, mais tu dois avoir une salle de traite pour les vaches. Sinon, tu ne fais pas venir de vaches, quoi. Et du coup, tu m'expliques comment tu fais pour pas avoir le cerveau qui explose, parce que là, il y a beaucoup de choses. Et moi, je serais incapable de retenir juste là, un dixième. Après, je connais pas tout, loin de là. C'est tellement complexe l'agriculture qu'il y a plein de choses. Mais oui, alors à force de me balader à droite à gauche, j'ai la chance de découvrir des choses que je connaissais pas. Mais il y a encore énormément de stock. Tu vas me demander à quoi ça sert ce truc-là. J'en sais strictement rien, quoi. Donc après, il faut prendre ce qu'il y a et puis c'est tout, quoi. C'est pas... Ouais, du coup, c'est pas du tout un milieu archaïque en soi. C'est même pas du tout. C'est un milieu qui évolue vachement. Oui, c'est un milieu qui évolue vachement, ouais. Là, je sens qu'on a le feeling entre nous, hein. Bon, tu vois, Laetitia, je te présente Anne-Marie qui est organisatrice du salon. Alors, Laetitia n'est pas du milieu agricole, elle a visité avec moi le salon. Ouais. Je ne sais pas si tu avais des questions un peu particulières sur ce salon. Du coup, c'est un salon qui a lieu tous les ans. Oui, c'est ça. Ouais, et vous l'organisez tous les ans. Oui, tous les ans, ici à Rennes, en septembre, à la mi-septembre. Ouais. Et c'est vous qui gérez ça depuis... Voilà, on est une équipe de 9 salariés, une équipe restreinte, mais qui s'occupe de l'organisation du space toute l'année en fait. C'est beaucoup de boulot quand même, non? Oui, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Beaucoup de stress aussi? Beaucoup de stress, mais beaucoup de satisfaction aussi quand on voit le résultat en fait. Parce que quand on travaille dans l'événementiel, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment une concrétisation du travail annuel. Et puis quand on voit la dimension que continue à prendre le space, quand on voit qu'on apporte beaucoup d'énergie positive en fait aux gens qui sont là, parce que finalement avant le space on nous demandait mais comment vous l'envisagez vu le contexte, la crise, etc. Tous les discours un petit peu anxiogènes qu'il peut y avoir autour de nous. Là on a été dans une bulle d'énergie positive pendant 3 jours. Donc ça fait, en plus avec du beau temps. Oui, en plus avec du beau temps. Ouais. Bon. On a presque évité les orages. Ok, alors qu'est-ce qui t'a marqué toi? C'est les grosses machines. Non, surtout le côté très technique. Le côté des petits... des stands qu'on comprend pas à quoi ça sert. Des trucs très poussés en fait, technologiques, très innovants en fait, et très précis quoi, qui sont vraiment... Après, on est dans un salon qui est spécialisé aussi, mais on voit, elle me posait des questions, il y a des trucs je ne sais pas répondre parce que c'est hyper technique et on voit que ça s'adresse. Oui, mais ça montre que le métier d'éleveur est un métier aussi, très technique et que justement, contrairement à ce que on pourrait penser quand on ne connaît pas le métier, finalement il faut énormément de compétences et d'aptitudes quand on est éleveur aujourd'hui pour pouvoir exercer ce métier-là. Ouais. Et qui est très moderne en fait dans son quotidien. Ah bah oui, du coup oui, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est ça, le space il véhicule aussi cette image-là et c'est le retour qu'on a quasiment systématiquement de personnes qui ne connaissent pas le milieu agricole ou très peu, ou en ont une image certainement pas forcément conforme à la réalité. Et quand ils viennent au space, ils sont toujours extrêmement surpris du haut niveau de technologie et de à quel point ce monde est moderne. Mais c'est rafraîchissant.
Ouais. Bon, bah, écoute, on sait, Anne-Marie, que tu dois partir à la télé, donc on va te laisser. Et puis, merci beaucoup pour cette visite. Et puis, on est toujours bien reçus en Bretagne. Ah, merci. Ah oui, toujours. Il n'y a pas de problème. Et Merci Kenavo, comme on dit chez nous. Kenavo. Il y a Gorfadi qui a cassé la figure, je crois. Vas-y. Bon, alors, cette visite, ça t'a plu? C'était très chouette. Ouais, intéressant. Tu reviendras? Ouais, mais j'ai envie d'en faire plein d'autres. Ça tombe bien parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Laetitia, voilà, tout simplement, est alternante cette année avec moi et puis Guillaume pour la partie vidéo, pour aussi aider à la mise en place de l'application dans les bots, hein, parce que ça va être un gros boulot. Et puis sur la com, donc on se retrouvera à d'autres salons. Voilà, là on a voulu faire quelque chose un petit peu découverte, un petit peu différent. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous faire un petit message, à nous laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne parce que on arrive au Bientôt 100 000. 100 000 abonnés, 100 000, ouais. donc ce serait quand même sympa de faire partie de la communauté. Et puis on vous dit à très bientôt sur d'autres vidéos, puis sur d'autres salons. Alors on t'emmènera encore. Et puis n'hésitez pas à aller checker tous les réseaux Ouais. pour être au courant de toutes les petites choses parce qu'il y en a qui sont déçus parce qu'ils ont manqué de voir Thierry. Mais du coup, On a vu du monde quand même aujourd'hui. Ouais, hein. il y avait du monde quand même. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à suivre Thierry sur tous les réseaux. Ok, merci Laetitia, merci Guillaume, merci à vous de nous suivre et puis à très bientôt. Allez, ciao!